Salut tout le monde, c'est Corben et Florent. Salut. Salut, ça va Manu? Ça va, ouais, un peu décalé au niveau des horaires. La journée va être longue, mais ah oui, c'est clair. On a combien? On a 24 heures à tenir, c'est ça? 24 heures, ouais, ça va être 24 heures, ça va être chaud. On est au Convention Center de l'hôtel New York, à côté du parc de Mickey à Disneyland, pour la nuit du hack. Et Manu, qu'est-ce que c'est que la nuit du hack? La nuit du hack, c'est quelque chose qui a été créé il y a 10 ans, voilà, par tout un tas de personnes dont on parlera plus tard dans le podcast. Ouais. Et qu'on interviewera, mais grosso modo au niveau du concept, c'est des hackers qui viennent, qui se rencontrent. Alors des gentils hackers, hein, pas des pirates qui veulent détruire le monde. Et oui, ils veulent pas détruire le monde. Il y en a aussi, mais bon, ouais. Ils sont discrets. Et donc l'objectif de la journée de ces 24 heures, c'est une partie conférence le matin avec des tonnes de conférences, un peu beaucoup techniques, parfois grand public. Donc on a un peu tout hein, sur SCADA, les attaques SCADA. Il y avait là une conférence par rapport aux tickets de métro, sur la sécurité des tickets de métro, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et en fin de journée, là il y a un challenge où il y a une partie, on va dire, publique, donc tous les gens qui viennent à la nuit du hack peuvent faire leur... Messieurs, je vous interromps parce que là vous êtes, c'est tout poli, c'est tout propre. C'est tout poli, faut pas être tout propre. Et là on vient de nous donner le premier drapeau de la nuit du hack en commémoratif. Hein, on va être quand même plus dans l'ambiance. Bah là c'est mieux. Parce que là c'était un peu sage là, vous êtes pas chez Drucker les gars, faut se lâcher. Hein. Oui mais tu sais on commence doucement, c'est pour finir sympathiquement. C'est le matin, hein, faut nous pardonner. Oui, voilà, donc voilà, merci beaucoup, il est top. Merci, c'est vrai que ça donne une ambiance plus underground quoi. Voilà, ça correspond voilà. plus à donc nous on est des hackers, hein, chevronnés, Florent et moi, depuis des années. Oui, carrément. Moi je vais sur Twitter et tout des fois. Et donc la journée ça se passe avec des conférences. Le soir c'est plutôt des challenges hacking. Donc les gens qui sont inscrits en tant que public comme nous peuvent venir avec leur PC, se connecter au Wi-Fi et il y a des épreuves à passer, des petites choses comme ça pour peut-être gagner. Alors je connais pas les lots mais bon on demandera tout à l'heure. D'accord. Il y a des petites choses et en même temps il y a aussi des teams de hackers donc là qui viennent vraiment du monde entier parce que cette année en plus il y a un gros challenge, c'est pour gagner une place à la DEF CON, une place de sélection officielle à la DEF CON. Ah sympa, qui la DEF CON qui est l'équivalent ouais. Ça se passe où déjà? Qui est l'équivalent à Las Vegas en juillet, fin juillet, mais en 10 ou 100 fois plus gros, avec toutes les stars américaines du monde entier, même du hacking. Donc gros prix à la fin pour ce truc-là. Et donc les mecs, les teams ont chacune un serveur à sécuriser, mais en même temps doivent attaquer le serveur d'autres teams. Voilà, ce genre de choses. Et ça dure toute la nuit. Et il y a du Red Bull, il y a du café. Voilà, heureusement qu'il y a du Red Bull. Il y a beaucoup de monde à rencontrer. Et il y a aussi des ateliers, des workshops. Donc au workshop lockpicking par exemple pour apprendre à crocheter une serrure. Ce genre de choses. Bon, il y a plein de choses à voir autour pour les gens qui sont pas forcément des gros hackers. Et puis il y a toujours aussi on va dire, on peut se faire des amis, discuter et puis se mettre ensemble, soit pour faire des épreuves, soit pour monter d'autres projets, faire des petites choses ensemble. Voilà, c'est assez drôle quoi. Ok, bah super. Bah, dans tous les cas, on vous réserve une série d'interviews ainsi qu'un joli petit compte rendu de l'événement jusqu'à demain matin, donc 24 heures d'émission quoi. Condensé quoi quand même. Voilà, vous aurez, on sait pas encore comment on va le monter, mais vous aurez plusieurs minutes, mais nous ça durera 24 heures, donc vous verrez au fil du podcast nos cernes s'agrandir. C'est ça. On fera un concours qui sait qu'à les cernes qui grandissent plus vite. Voilà, exactement. Bon, on se dit à tout à l'heure alors. À plus tard. Ciao. Alors nous sommes avec Freeman. Freeman, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu? Alors qui je suis? Je suis un des organisateurs de la nuit du hack et je travaille pour SysDream la plupart du temps. Voilà. Donc je suis membre de la team Hackers Voice aussi depuis quand même pas mal d'années maintenant. Et voilà. D'accord, donc tu es là depuis le tout début, ça fait 10 ans, c'est ça? Non, je suis pas là depuis le tout début, moi je suis arrivé en 2006, mais à la base voilà, j'étais un lecteur assidu du magazine, enfin voilà, je suivais les péripéties de loin parce que je suis normand. Puis, je suis normand aussi, tu vois. Ah. Un peu normand. Hein. C'est vrai, on en avait déjà discuté la dernière fois. Et donc voilà, et un jour on s'est rencontrés à la nuit du hack de 2006, tous ensemble, et puis ça a matché, et puis me voilà, je fais partie des meubles maintenant. D'accord, ok.
Ouais, donc tu bosses pour 6Dream, hein, tu es directeur technique, hein, c'est ça, chez eux. Et là, donc cette année, c'est la 10e année. Tout à l'heure, tu nous as fait un petit récap sur les précédents du hack. Tu as des petites j'ai présenté en fait déjà un peu le concept, donc je vais pas te redemander parce que je connais bien aussi la maison. Mais tu as des petites anecdotes à nous raconter sur les précédentes versions. J'ai vu qu'il y avait eu un truc dans un bus, sur une péniche. Tu peux nous dire un peu plus un peu l'évolution naturelle de la NDH. L'évolution à la base, il n'y a pas eu vraiment d'évolution, c'est venu naturellement dans le sens où en fait à la base c'était avec des potes, donc parfois c'était des nuits du hack, on va dire, c'était un peu mythique, c'était un peu le bordel quoi en fait. C'est les meilleurs celles-là. Voilà, c'est ça. Et une des meilleures nuits du hack, ça restera celle dans la grange. Et on avait fait un open bar, alors, on le refait plus, hein, maintenant c'est fini, hein, parce que c'était dommage, ouais. C'était une sacrée nuit du hack quoi. L'open bar, on a bien rigolé, c'était vraiment génial, et des conférences à l'arrache mais super intéressantes, les challenges, tout était posé sur des chaises de jardin, c'était vraiment à la old school, et c'est ça qui était bon, et tout le monde te dira dans la salle que c'était la meilleure nuit du hack quoi. C'est cool. Donc là ouais, on est au centre Disney, donc là ça a quand même grossi hein, depuis les débuts. Il y a maintenant c'est plus de 2000 personnes, hein, c'est ça attendu aujourd'hui? Non, un petit peu moins. Un petit peu moins, on m'a mitonné, ton équipe est mitonné. 1200, 1300 maximum. Ah bon, pour des questions de sécurité, ouais, on va le virer, on va lui casser les genoux à lui. Ok, c'est cool. Et au niveau là ça va, tout se passe bien, pas de soucis, il y a des petites coupures de courant hier soir, c'est ça? Mais là c'est bon, vous avez trouvé le bon techos, ça marche? Ouais, comme d'habitude, il n'y a pas une nuit du hack qui se passe comme sur des roulettes. Hein. On a eu des petites coupures hier soir, on en a eu une ce matin. Ouais, parce que c'est beaucoup de préparation quand même, vous préparez ça combien de temps à l'avance? En fait, suite au problème qu'on a rencontré l'année dernière sur le CTF, moi je m'y suis mis avec Crash et puis Joe, un stagiaire, qui était stagiaire à l'époque de 6Dream. On s'est mis depuis le mois d'août, fin août en fait. On a reconstruit toute l'infrastructure, donc la nuit du hack en gros pour nous elle commence le 1er septembre quoi. D'accord, ok, ouais, donc beaucoup de boulot. Tu parlais de Crash là, donc ça a été fondé par Crash Polo, hein, de son prénom, qui est disparu l'année dernière dans un accident. Là cette année, c'est le 10e anniversaire, c'est assez symbolique. Il y a un petit truc d'organisé pour lui, je pense. Tu peux nous en dire plus un peu ce que vous avez prévu au niveau festif à la mémoire de Polo? Ouais, la mémoire de Polo, tu sais, il aimait bien les choses simples, donc on n'a pas fait grand chose. On a pris une petite salle qui peut accueillir à peu près 300 personnes. À la base, on avait un concept de badge un peu plus évolué. Bon, là, on a fait simple pour des questions de temps. Et à l'intérieur, il y a Red Bull qui sera présent, puisqu'en fait, cette année, Red Bull fournit en fait des canettes à tous les challengers. Et les hôtesses? Et les hôtesses et une borne d'arcade. Mais pas tous les challengers, les hôtesses et une borne d'arcade. Et une borne d'arcade. Et en fait dans la crash party, tous ceux qui pourront rentrer, il y aura à boire, de la musique. Donc c'est des DJ de la team HZV. Essentiellement, il y a aussi des bornes d'arcade. Alors là c'est des grosses bornes d'arcade. C'est moi qui a choisi, tu as des gros guns. Tu peux faire Sarah Connor, il n'y a pas de problème. Version la tête dans les nuages quoi. Ouais, non, D'accord. Ouais. Donc, et au niveau des confs, rapidement, parce qu'on va conclure là pour toi, parce que tu as beaucoup de choses à faire. Au niveau des confs, il y a qui a pas loupé, faut pas louper qui là aujourd'hui, en grosse star ou en conf intéressante je vais dire, tu vas me dire toutes sont toutes intéressantes, mais ouais, dans les mastodontes. Elles sont toutes intéressantes. Après, il y a Vin Schwarto qui est vraiment une pointure. Il a une expérience en fait il ramène ça des US, donc c'est un des premiers, il était là aux premières DEFCON qui est la même chose mais version américaine, ils sont 10 000, les gens iront voir, mais Vin va traiter d'un sujet qui est quand même assez intéressant, qui est comment recruter des vrais hackers avec la vraie philosophie, pourquoi ça devient une pénurie, comment faut faire pour les garder, etc. Ça c'est plus
c'est ce qui se passe en ce moment dans notre métier. Après, tu as des choses, tu as Arthur Gervais sur SCADA qui va apparemment dévoiler des choses sympas. Avec Stuxnet ou ce genre de choses. Là, il va pas parler essentiellement de Stuxnet, mais il va parler de SCADA. D'accord. Donc ce que ça peut impliquer, etc. Tu as Virtual Labs qui nous a fait une super conf sur ces tickets de métro. Là, il a mis la cadence là. Ouais. Bon bah c'est cool, c'est bien, c'est bien. Bon bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Juste un dernier truc, par rapport au team, donc là cette année ça va être la DEF CON, hein. Donc il y a des teams du monde entier et elles concourent pour gagner un ticket d'entrée à la DEF CON, donc pour vraiment participer au challenge de là-bas. Il y a qui rapidement comme pays, comme team, de quel pays sont venus les gens? Alors je pourrais pas te dire le nom des teams parce que je les connais pas par cœur, mais en gros il y a des Coréens, il y a des Polonais, il y a des Japonais, il y a des Espagnols, il y a des Suisses. Ils ont tous fait le voyage pour venir là spécialement pour la nuit du hack. Parce qu'en fait cette année le premier de notre challenge ce soir, cette nuit, sera automatiquement présélectionné pour aller à la DEF CON à Las Vegas et concourir là-bas parce qu'en fait il y a des préqualifications et là ils ont réservé 5 slots dans leur CTF pour tous les plus gros CTF du monde entier, dont la nuit du hack. Et le premier de chaque a automatiquement son ticket d'entrée dans leur CTF pour leur anniversaire. C'est leur anniversaire aussi cette année, ça fait 20 ans. Et toute la team HZV sera présent avec Corben. Ok. Et je peux te demander rapidement juste comment ils font pour gagner, enfin c'est quoi l'épreuve qui est attendue? Alors nous on a un concept qui est un peu unique puisque c'est un peu compliqué, on a une infrastructure, chaque team a une infrastructure avec un firewall, un serveur. D'accord. Ils doivent protéger leur serveur. Donc en fait si tu veux, ils ont des flags, on appelle ça des flags, c'est des épreuves à valider avec des DH et ils doivent aller le piquer sur les autres épreuves. Mais ils peuvent aussi se sécuriser, patcher les épreuves qu'on a créées pour boucher la vulnérabilité. D'accord. Donc c'est un attaque-défense. Donc il faut avoir vraiment une bonne cohésion d'équipe, un bon niveau dans chaque domaine. Que ce soit au niveau communication, que ce soit au niveau système, réseau, exploitation, pentest, reverse engineering, voilà, ça englobe vraiment ce qui fait un bon hacker, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de s'adapter et curieux. D'accord. Bah merci beaucoup. Écoute. Merci à vous deux, ça m'a fait plaisir en tout cas. Ça nous fait plaisir que nos watch soient présents à la nuit du hack. Merci, bye. Nous sommes avec Damien qui était le 3e conférencier de la journée, de la matinée. Damien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, moi je suis Damien Coquille, je travaille à Sysdream. Je suis actuellement directeur du labo de recherche et développement. Je m'occupe de tout ce qui est activité de recherche, développement d'outils à Sysdream. Et je suis aussi formateur et pentester de base. On avait fait d'ailleurs, on se passe les micros, tu sais, on est comme ça nous, très cool. On avait fait d'ailleurs un podcast sur le métier de pentester, c'était cool. Oui, avec Robbie Jobs. Et alors tu étais aussi blogueur, enfin on va dire, tu as un blog sur lequel tu mets tes recherches, donc c'est Virtual Labs, hein, c'est ça? Ouais, virtuallabs.fr, un blog qui tourne depuis déjà au moins 8 ans. Donc, on en profite pour faire un peu la pub. Et donc là, à la nuit du hack, donc tu fais partie de la team de Hackers Voice et tu as aussi fait une conf. De quoi est-ce que tu as parlé? J'ai parlé de la sécurité ou plutôt de la non-sécurité des tickets de métro de la région parisienne principalement. Alors qu'est-ce que ça donne grosso modo, sans refaire la conf en entier, mais qu'est-ce que les gens, le grand public, les non-experts Je pense que ce que les gens ont retenu, c'est que ça a été mal pensé à la base, enfin pas pensé sécurité. Je pense que les personnes qui ont conçu le système de tickets de métro n'ont pas envisagé la possibilité qu'on puisse vraiment qu'on soit aussi curieux et aller voir ce qui est marqué dessus en fait. Mais j'ai montré qu'on pouvait remettre à zéro des tickets, tu composes un ticket, et avec un système, hop, tu l'effaces, tu refais, hop, c'est un ticket neuf et il peut resservir. Donc c'est ticket à volonté quoi. Ouais, alors j'ai expliqué la théorie du système, pas fait de démo pratique bien sûr. Heureusement.
Disons que l'idée c'était de montrer que c'était possible. Et la conclusion de ma conférence c'était vraiment que techniquement c'est très intéressant de regarder ce qu'il y a dessus, à savoir qu'on n'a pas encore toutes les informations sur la manière de la donnée codée sur le ticket, mais en pratique ça sert à rien. C'est juste pour le fun. Parce qu'en pratique c'est plus simple de frauder avec des méthodes classiques on va dire. Donc soit suivre une personne qui passe un portique, soit sauter par-dessus le portique. D'accord. Je dis ça, mais je dis c'est pratique, c'est plus facile. Mais la dernière fois que je l'ai fait, j'ai atterri devant des policiers, j'ai sauté, puis pile devant les flics. Alors merde, c'était con. Et ils m'ont laissé partir. C'est pas bien de frauder. Ah, c'est pas bien. Ils t'ont laissé partir parce que tu faisais partie de No Match et t'avais vu dans d'autres émissions dont on ne dira pas le nom parce qu'elles n'en ont pas, hein, finalement. D'accord, ok. Bon bah écoute, je sais plus si j'ai d'autres questions, mais ouais non, pour revenir à ce que tu disais, les mecs finalement, peut-être est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui déjà fraudaient avec avaient déjà trouvé ce système avant mais l'utilisent pour leur consommation personnelle ou est-ce que tu es le premier à avoir trouvé ce truc ou en tout cas le premier à en parler publiquement? Alors, je suis le premier à m'être vraiment intéressé à la donnée codée sur les tickets, mais j'ai retrouvé, parce que j'ai fait une recherche préliminaire bien sûr avant de développer le système, parce qu'on développe que quand c'est nécessaire, on va pas réinventer la roue. Donc sur l'aspect de lire des bandes magnétiques, ça a déjà été fait par le CCC, ça a été présenté il y a des années déjà et la technique était connue. Et j'ai juste appliqué ça au ticket de métro et au décodage du ticket de métro. Et tu as eu des contacts avec la RATP? Non, suite à la publication que j'avais faite de la première partie qui montrait juste l'aspect technique et juste le fait de décodage, ce que ça donnait, j'ai pas été contacté. J'ai pas été au courant de quelconque plainte déposée, donc bon. À savoir qu'en fait je fais que lire de la donnée qui est considérée comme publique, c'est stocké sur ticket. J'ai pas fait de phase de réécriture. Il y a d'autres personnes qui s'en sont chargées suite à la publication de l'article, je dirais pas forcément les noms, mais il y a des personnes qui ont réussi à reprogrammer. Moi j'ai juste fait la partie analyse. Oui, de toute façon tu es dans la sécurité depuis suffisamment longtemps pour savoir ce que tu as le droit de faire au niveau de la loi et pas le droit de faire. Bon bah en tout cas merci, bon courage pour la suite et puis à bientôt. Hein. Maintenant, je vais vous parler donc de SOPA. Alors, On va interviewer un autre conférencier aujourd'hui qui donc a fait une conférence à la NUDUAC en anglais cette fois-ci, et c'est Hitch qui va nous aider à faire cette traduction pour vous, pour que tout le monde puisse suivre correctement et puis pour que nous ne mouillions pas trop nos maillots dans la traduction en anglais. Je parle que le coréen moi donc. Tu es le coréen toi? Je parle que le coréen, ouais. Du coup, Chris, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ça serait bien. So can you present yourself? What are you doing? My name is Chris Hadnaghi. I work with social-engineer.org and social-engineer.com. Do just that for a living. I'm a professional social engineer. Donc, je m'appelle Chris Hadnaghi, je suis un peu le directeur de deux sites qui sont un peu reconnus dans le monde du SI, donc socialengineer.org et socialengineer.com. Le .org c'est plus le framework open source et le .com c'est plus mon entreprise. Donc je travaille sur ce domaine de tout ce qui est social engineering. Voilà. Ok, donc c'est la première fois que tu viens à une conférence NUDUAC, je pense. De quoi est-ce que tu as parlé sur scène tout à l'heure? Actually, that's your first time in France and NUDUAC and Hack in Paris conferences. What is your what were the subjects of your talks and what is your feeling about France? This is my first time in France ever, and my first time in Hack in Paris and NUDUAC. Yes, congratulations. Thank you. Yeah, it's been excellent so far. The talks have been great and very family atmosphere. You visited Paris? We went to Paris. He's been not only my translator, but he's been our tour guide. So he's done a lot. And my talk on Thursday with the professional group was about social engineering and the ways that social engineers are breaking into companies. And today it's about non-verbal human hacking. Donc oui, c'est la première fois que Chris vient en France, donc il découvre un peu cette atmosphère familiale de la NUDUAC et de toute l'équipe Hacker Voice, etc. Donc il a bien aimé, je lui ai fait un petit peu visiter Paris, j'ai essayé quand même.
Quoi d'autre? Ouais, donc jeudi, il a eu une conférence donc professionnelle, donc tout ce qui est Hack in Paris. Il a parlé un peu une introduction générale au social engineering et comment les gens, les social engineers, pénètrent les systèmes des entreprises sans vraiment toucher au côté technique, mais vraiment juste les techniques psychologiques. Voilà. Et donc aujourd'hui, à la nuit du hack, ce qu'il va présenter, c'est plus le côté un petit peu plus profond de la chose, donc ça va être un peu plus psychologie, un peu plus voilà, NLP, donc PNL, programmation neurolinguistique, ce genre de choses, l'expression faciale, etc. Alors est-ce que Chris, tu peux nous donner quelques exemples que les gens pourront faire chez eux pour voilà, détecter les pensées, les arrière-pensées de leurs patrons, de leurs femmes, de leurs enfants, de leur famille? Actually, do you have like exemple simple? Yeah, quite simple examples that we can use social engineering for, like your kids or your wife or your boss or something like that. Okay, I'll give you a very simple one. Are most of your viewers men? Yeah. Yeah, men? Okay, so I'll give you a simple one for the guys. Okay. If you approach a girl and she looks at you and she does this, she's covering this part of her neck, she's not interested, she's nervous, she's scared, make a different approach. That's a very easy body language one to read. Okay, do that one first. Yeah, donc ouais, un exemple tout simple pour les mecs, la plupart des gens qui regardent donc la vidéo, c'est quand vous accostez une fille en gros et que vous regardez que la fille fait ça, touche son buste en gros, c'est un peu un sentiment de protection, donc passez à autre chose, c'est aussi simple que ça. Voilà, donc je pense qu'il va faire autre chose. Donc là j'ai dit, Jérôme est en train de nous faire ça, voilà, je balance. If she does that, that's a different one. No, that's a different one. C'est différent quand il fait ça. So with other things, with like social engineering, mainly it's just about changing someone's thought process so they're in line with yours. But it's not easy to just inject a thought into someone else's pattern. So you do it slowly. You know, you do it slowly. Like if you want to influence your wife or your girlfriend or your kids or something like that, I always find it easy. Like with kids, if you give them too many choices, no good. So if you want them to eat breakfast but they argue with you about breakfast, you say, what would you rather have, eggs or cereal? And then they choose, you get what you want, but they feel like they're empowered. So you always make the other person feel like they're in power and you win. Donc, putain, je vais essayer de traduire tout ça. Yeah. Donc, donc j'allais parler en anglais. Oui, donc pour pouvoir faire ce travail de social engineering, c'est un peu un travail de longue haleine. C'est pas juste un petit coup de magie et ça marche. Donc c'est tout un processus de manipulation entre guillemets où tu injectes des pensées à l'autre personne. Donc, il a pris l'exemple des petits enfants. En gros, s'ils ont beaucoup de choix dans une situation, bah ils n'auront pas le choix. Et alors que si tu leur donnes un choix fixe, genre est-ce que tu veux pour ton petit-déj des œufs ou des céréales, c'est toi qui as proposé ces choix. Et il va prendre son petit-déj. Voilà, il va prendre son petit-déj dans tous les cas. Donc tu influences un peu sa décision dans tous les cas. Est-ce que tu veux t'allonger ou est-ce que tu veux aller te coucher? Ouais, voilà. Pour un enfant c'est autre chose. Voilà. Ok. Comment et pourquoi est-ce que tu es tombé là-dedans? Enfin, comment est-ce que tu as découvert ces pratiques et pourquoi est-ce que ça t'intéressait? Voilà. Okay, how did you start social engineering? What was your main interest before starting this field? What was the first object that leads you to this social engineering? He's saying short. I'll try. When I was really young, I always had a knack of getting into places or jobs or things that I had no business. You know, I was a negotiator for stainless steel in India and China when I was young. You know, who knows? And it wasn't until I got older that I got into security and that I realized that what I can do was also used by the bad guys to get into companies. So I started to study it, psychology and human influence, and that led me to social engineering. Donc depuis qu'il était tout petit, il adorait pénétrer dans les endroits où il n'était pas autorisé. Donc c'est le premier truc et il a commencé à bosser dans la négociation, ce genre de choses, et du coup c'est petit à petit, il a découvert que ce genre de techniques de négociation, etc. peuvent être utilisées par les méchants.
Et du coup, il a approfondi un peu le sujet, regardé un peu les différentes littératures qu'il y a sur le sujet, et il s'est intéressé directement sur ça. Merci beaucoup Chris. Est-ce qu'on peut retrouver toutes ces techniques? Est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce que tu as fait des chansons? Où est-ce que nos auditeurs, nos internautes préférés peuvent retrouver tout ça pour étendre le sujet si ça les intéresse? D'accord. Actually, thank you for coming. And where, can we find your data and your your work about social engineering? Did you wrote a book or something like that? Actually, I know that. Yeah, so he can answer for me, but he makes me sound smarter. So the framework is on www.social-engineer.org, and that's where the framework and podcast and the newsletter are. And then on the .com is information about my work and other things that I'm doing in the field right now in my research. Okay, and it's working on with every culture, this kind of stuff? Yeah, unfortunately right now I don't have any translation to other languages, but I have no blocks on the site for any country or anything like that, so anyone can go, but it's all in English right now. Human basics. Yeah, I'm sorry. Yeah. Human basics. Yeah, I need a translator. Okay. That's a little social engineering there. Désolé. A little social engineering. Wouldn't it be nice if there was a nice guy that was French and from Morocco that would translate? I don't know who that would be. We'll see. Translate that into French. It's still a project. Bon, en gros, donc tout son framework, donc ce qu'il appelle framework, c'est un peu toutes les techniques qu'il a compilées sur son site web. Donc donc www.social-engineer donc EER.org. Donc ça c'est un peu le site, c'est ce que je disais, le site communautaire. Donc c'est là où il a compilé un peu tous ses recherches. Et ce qu'il a fait à côté, c'est le .com, donc c'est le même en .com, c'est un peu la plus d'informations concernant le travail qu'il fait actuellement, donc en tant qu'entreprise. Et il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Social Engineer. Et oui, on est un petit peu en pourparlers. Donc ta question c'était est-ce que ça s'applique sur toutes les cultures? Pour avoir lu son bouquin, donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Social Engineer The Human Hacking, donc le piratage humain, entre autres. Est-ce que ça s'applique? C'est un peu difficile à dire en France, mais on est en projet, il m'a un peu chargé de traduire son bouquin en français. Donc c'est en cours de projet, mais ça sera confirmé quand ça sera confirmé. Voilà. Ok, thank you. If you want to translate it into French, email me with the subject Hicham. And then we'll know that it needs to be translated into French. Hitch, expert en traduction quoi. Il fallait que je le sorte. D'accord, merci. Voilà. Non, c'est cool. Vas-y, t'as quand même fait la conversation tout seul. Franchement, c'est balèze. Je dis. Merci beaucoup en tout cas. Puis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Thank you very much. You're welcome. À bientôt quoi. Hein, à tout de suite. Merci. Au revoir. Ok, donc cette fois-ci on vous présente Robert qui a tenu une conférence sur la cryptographie quantique et post-quantique, mythe, réalité et futur, c'est ça? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Robert Herra, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs qui s'appelle le SIEA. Je suis directeur scientifique des masters spécialisés en sécurité et dans mes travaux de recherche, je m'intéresse à la vision, on va dire, algorithmique de l'attaquant. C'est-à-dire qu'on se pose souvent la question de savoir quel est le coût, par exemple, d'une attaque et est-ce qu'on peut la réaliser et à quel tarif, on va dire, de calcul. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ok, très bien. Et l'algorithmique en général, évidemment. D'accord, c'est ta première nuit du hack en tant que... C'est ma première nuit du hack, je fais souvent des confs mais je n'avais pas encore fait celle-là. D'accord, alors c'est comment ça apporte un... il y a du monde là, par rapport à RSSIL, je ne veux pas les vexer mais il y a vraiment il y a du monde. D'accord. C'est très bien. Et j'ai plein d'anciens d'ailleurs dans la salle, ça fait au moins 15 qui viennent me dire bonjour. Oui. Je crois qu'ils ont un cadeau pour moi d'ailleurs. Alors justement, les confs, t'en as fait une là, juste un instant. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu as présenté en 2 mots, sans la refaire, mais que les gens comprennent alors, en 2 mots, je vais dire la question à laquelle j'ai essayé moi-même de répondre. Si les ordinateurs quantiques arrivent sur le marché, quel est l'impact sur les algorithmes de chiffrement utilisés aujourd'hui? C'est quoi un ordinateur quantique? Un ordinateur quantique, c'est un
c'est une machine qui aujourd'hui est presque hypothétique, mais dont certains exemplaires existent à un tarif très élevé et pas très efficace, qui utilise les principes du monde subatomique pour exécuter ce que nous appelons nous des calculs d'une manière propre à la mécanique quantique. Et j'en dirai pas plus, même si vous me torturez. Ouais, effectivement. Ouais. Après ça, on va mettre une porte des étoiles après sinon. Alors à propos de la conve, l'idée c'est de tuer quelques idées reçues, par exemple de dire le jour où il y aura un ordinateur quantique à 1024 bits, on pourra calculer n'importe quoi, résoudre n'importe quoi. Dans la pratique, ce n'est pas vrai, et je pense que même en théorie ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas prédire le temps qu'il fait dans 3 mois avec un ordinateur quantique. C'est pas... Pourquoi ? Parce qu'il y a des contraintes sur les calculs quantiques, ce que j'ai appelé tout à l'heure les problèmes de transformation unitaire et inversible, qui font que ce que vous faites avec Excel sur un banal, même à la limite un téléphone portable, vous ne pouvez pas le faire avec un ordinateur quantique, parce que avec un Excel sur un smartphone, vous pouvez faire des calculs non unitaires, genre des calculs qui sont non inversibles. Par exemple, calculer la somme de 10 entiers avec un ordinateur quantique, ça risque de vous coûter plus cher qu'avec un ordinateur standard. Effectivement. Les ordinateurs quantiques sont très bons pour dire j'ai un ensemble discret, par exemple une base de données, et je sais qu'elle est périodique, et je veux calculer la période. La longueur c'est 10, l'ordinateur quantique va vous le donner. Vous enlevez cette période, l'ordinateur quantique devient extrêmement limité. D'accord. Et donc il y a quand même des tas de problèmes aujourd'hui qu'on résout avec des ordinateurs classiques qui n'ont pas de période. J'ai recherché un téléphone, un numéro de téléphone dans une base pour avoir dans l'annuaire inverse pour avoir le nom du client. L'ordinateur quantique pour faire ça, il va faire un calcul qui est beaucoup plus cher que ce que nous on sait faire aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors au final, qu'est-ce qu'on peut faire réellement avec un ordinateur quantique ? Alors, avec un ordinateur quantique au sens large, c'est-à-dire en intégrant les appareils physiques qui manipulent les objets quantiques, vous pouvez distribuer des clés. Ça marche bien. Mais selon moi, ce n'est pas un ordinateur, puisqu'il ne calcule pas quelque chose, il envoie de l'information. Alors après, bon, philosophiquement, d'ailleurs dans la première version du papier que j'ai écrit l'année dernière, il y a un des reviewers qui m'a dit quand vous dites que les ordinateurs quantiques n'existent pas, vous avez tort, puisque dans les ambassades, il y a des outils quantiques qui envoient des clés. Je dis non, tout repose sur ce qu'on appelle calcul. Moi je suis sidéré de voir là dans cette salle, je suis sûr, on en prend 15 au hasard, vous lui dites c'est quoi un calcul, ils sont informaticiens, et ils ne se posent pas la question de savoir qu'est-ce que je peux calculer ou pas avec un ordinateur. C'est les limites quand même de ce qu'on peut faire avec un calculateur, c'est important. Le voyageur de commerce, vous prenez 1 million de points aujourd'hui, on ne sait pas trouver la solution exacte. Pire, vous pouvez la trouver avec un très bon algorithme approché, mais vous ne pourrez pas prouver que c'est la solution exacte. Alors du coup on n'en parle pas, tout le monde vous parle de problèmes qu'on sait résoudre, bah oui mais la réalité, non, un ordinateur quantique a besoin de la physique pour exister, et cette physique lui impose des limites. Mais moi je me suis dit que même cet objet, qui est un petit ordinateur de poche quand même, il suit les lois physiques. Vous le mettez dans un four à 300 degrés, et il ne va pas aimer. Moi non plus. Et il risque d'avoir des erreurs. Ce qui est d'ailleurs une forme d'attaque, l'injection de faute. Chauffer un objet, un token de sécurité pour introduire des erreurs, c'est une attaque qui marche très bien ça. Alors, ce que j'ai un peu chanté dans la conférence, malheureusement, parce que quand il m'a mis le panneau 10 minutes, c'est qu'en fait, l'autre idée que j'avais, c'est est-ce qu'on peut utiliser un ordinateur quantique pour chiffrer avec un algorithme quantique de chiffrement? Aujourd'hui, on ne sait pas. Et est-ce que je peux attaquer avec un ordinateur quantique ces futurs algos de chiffrement quantique? Et là, il n'y a rien. Sur le marché, il n'y a rien. Donc ma réponse c'est ça va être passionnant, mais aujourd'hui c'est à faire. D'accord, ok, donc toi tu as passé tout ça en vue. Au niveau de l'ESIEA, qu'est-ce que vous faites exactement là-bas? C'est une école d'ingénieurs en historiquement informatique, électronique, automatique. Aujourd'hui on fait beaucoup d'informatique. On a des options sur système d'information, sécurité, réalité virtuelle.
Et on a un master spécialisé, enfin deux pardon, un en français à Paris, un en anglais à Laval, où on développe ce qu'on appelle YAWAX, la vision agressive de la sécurité. C'est-à-dire qu'on forme des gens qui sont capables de faire des pentests, d'attaquer une application, de faire du reverse. Mais qui comprennent aussi comment utiliser intelligemment de la cryptographie, quoi. Ouais, à qui vous enseignez aussi une éthique en plus des techniques, j'imagine. Tout ce qu'on fait est légal, et évidemment les élèves signent un papier disant qu'ils n'ont pas le droit de faire de choses illégales. Jusqu'à ce qu'ils partent en Corée du Nord, bien sûr. Non, nous c'est plutôt des entités, si je peux me permettre, étatiques. D'accord, ouais. Oui, qui aiment bien nos profils. Normal. Et vous êtes fait remarquer, l'école s'est fait remarquer en publiant certains papiers de recherche ou documents il n'y a pas très longtemps. Tu veux nous en dire plus? Non, no comment. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là alors. Merci. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on peut voir vos travaux quelque part sur internet? Un texte, des travaux? Alors j'ai fait, oui, mais mon livre c'est sur Mathematica, donc. D'accord. Ah si, j'ai ma vidéo sur les attaques par complexité, c'est la conférence que j'ai fait à RSSIL. D'accord. Alors c'était amusant parce que la salle était à moitié vide, les trois quarts des gens étaient à côté en train de faire autre chose, et puis il y avait les grands écrans partout, puis petit à petit j'ai vu que tous les gens qui étaient à côté étaient debout en train d'écouter, mais n'ont pas osé rentrer dans la salle. Et donc j'avais 15 gus assis en face de moi et 30 debout qui regardaient. Donc on a expliqué comment une mauvaise fonction de hachage dans un langage comme PHP peut permettre à un smartphone de planter 10 000 sites web. Ouais. Malheureusement, PHP il y a 2 ans est très sensible. Donc dans les transparents, j'avais donné le nom d'une institution que j'ai enlevée dans les transparents dans la version finale parce qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui est celle d'ailleurs qui a parlé juste avant moi. D'accord. Et donc moi je me suis posé la question de savoir, encore une fois c'est ça, c'est quel est le coût pour un attaquant qui veut faire un déni de service. D'accord. Dans certains cas c'est très coûteux. Par exemple, si vous voulez faire un déni de service sur un serveur qui a un certificat XS109, ça va vous coûter très cher. Vous allez en faire un tous les 10 ans, quoi. Ouais. Alors que si vous prenez Python il y a 3 ans, vous pouvez avec un petit ordinateur générer assez de données pour planter 100 000 serveurs. C'est le rapport investissement résultat. D'accord. Et du coup, une adresse pour retrouver cette vidéo peut-être ou Ah, je l'ai pas en tête, mais si vous tapez RSSIL Maubeuge 2012, la vidéo est en ligne. Et d'ailleurs dans la vidéo, les transparents sont non corrigés. On voit les 2 sites web qui aujourd'hui encore sont sensibles à ces attaques. Parce qu'ils n'ont pas mis à jour PHP comme ils devraient le faire. Voilà. D'accord. Et il y a celle de l'année dernière où je présentais une autre conférence sur comment planter une bourse financière avec un ordinateur et un seul. Donc c'était assez amusant. On mettra les tutos pour vous expliquer tout ça sur nos hatchs, hein, bien sûr, parce que pour faire tomber le système financier et faire cracher des satellites et provoquer peut-être la fin du monde. Ah, ça va arriver, j'ai prédit dans la conf que ça va arriver avant 5 ans. D'accord, ok, à façon Die Hard 4. Ouais, exactement. C'est quand j'ai vu ça que j'ai été regarder comment fonctionnait le high frequency trading. D'accord, ok. Si vous n'avez pas vu Die Hard 4. C'est redoutable. Ah oui, non, mais j'ai pas aimé les 3 premiers. Ouais. Quelqu'un m'a dit regarde-le, ça va te plaire. Et quand je l'ai regardé, et Die Hard 4 repose sur un article qui existe. D'accord, ok, qui décrit cette situation et qui date de 69 et qu'on trouve sur le web avec les bons mots-clés. Mais là je les ai pas. Oui. Ah non, c'est tout à fait vraisemblable ce qu'il y a dans le film. Pas ce que fait le personnage principal. Ça, il tire à droite, la balle va à gauche, bon, d'accord. On lui tire dessus, il se relève, c'est un film américain. Très intéressant, merci beaucoup. De rien. Et puis on verra dans 5 ans si tout ça se réalise. C'est sur la vidéo maintenant. J'espère que non. Bah, je l'ai dit l'année dernière. Je l'ai fait 3 fois, il y a 3 vidéos sur le web qui disent ça. C'est en fait quand et les financiers dans la salle faisaient tous comme ça avec la tête. C'est en fait comme Cantona, retirez vos sous. Hein. Moi je dirais qu'il n'y aura plus de sous. Voilà, parce que c'est complètement virtuel maintenant. Tu les as jamais dans la main les sous, très rarement. T'as combien sur toi? 20 euros? Même pas, j'ai rien, j'ai 0. Tu vois, moi je dois avoir 40. J'ai 0. C'est totalement virtuel. Et c'est pour ça que ça peut disparaître. C'est vrai. Merci. Bon, merci beaucoup. Merci.
En No Watch, on continue notre série d'interviews pour la nuit du hack. Donc cette fois-ci, on va retrouver Triss qui, elle, a fait une conférence sur le hacking mobile, si je me trompe pas. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Triss? Donc, tu peux tenir le micro, Triss. Donc je m'appelle Triss, je travaille actuellement dans la communication et en dehors de ça, j'aime bien bricoler un petit peu et parmi mes sujets de prédilection, c'est notamment les téléphones portables. D'accord. Puisque j'ai eu l'occasion d'en bricoler plusieurs fois pour des amis qui étaient embêtés, qui avaient eu des pannes, des choses comme ça et du coup ça a attisé ma curiosité, donc je me suis dit je vais travailler un peu plus là-dessus. D'accord, et comment on commence à vouloir bricoler des téléphones portables? Alors en fait l'anecdote elle est assez marrante. J'avais une connaissance en fait qui est relations publiques pour un très gros club à Paris, enfin très connu sur la scène mondiale du clubbing, qui fait les relations publiques là-bas et en fait un soir, on ne sait pas trop comment, l'iPhone qu'il avait est tombé dans une vasque à champagne. Oui. Et donc désespéré, il met sur Facebook, j'ai paumé 4000 contacts, 20 ans de boulot donc, c'est énorme. L'iPhone 5 saura nager, hein, c'est prévu. Ah oui, c'est prévu. Ouais, donc il y aura plus de problème. Ah voilà, on le conseillera donc à cette fameuse connaissance. Et donc je lui dis comme ça, écoute, donne-le moi, je vais voir si je peux pas réussir à faire quelque chose. Il m'amène la carcasse. Et tu lui as fait du bouche à bouche? Je l'ai surtout désossé. Ah oui. Parce qu'en fait les filaments, je me suis dit c'est simple, je balance le câble USB, je fais le merdier, etc. Et non, parce qu'il n'y avait plus de filaments dans la partie USB du téléphone, que cet animal n'avait jamais fait de sauvegarde, il n'y avait rien. Et donc j'ai bricolé un petit peu le téléphone, ça s'est extrêmement bien terminé parce que il a retrouvé un téléphone tout neuf avec toutes les données dedans et toutes les données, notamment tout le répertoire en fait sur un beau document type tableur, bien propre, bien net, sur une sauvegarde CD et j'ai encore une sauvegarde à la maison. D'accord, et donc tu en as fait au fur et à mesure une spécialité jusqu'à faire une conf? Peut-être pas une spécialité parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi. Ouais, mais en tout cas tu as du savoir à faire partager. Disons que j'ai eu envie d'en parler, maintenant il y a beaucoup d'aspects sur le téléphone mobile. Il y a beaucoup de malware, il y a les labs Kaspersky notamment qui font un très très beau travail dessus, notamment un de leurs chercheurs qui s'appelle Nicolas qui fait un très bon boulot là-dessus et qui d'ailleurs je le remercie parce qu'il m'a envoyé plein de données. Toi aussi d'ailleurs je te remercie pour toutes les données que tu m'as envoyées parce que tu m'as envoyé pas mal de docs. De rien. De toute façon tout ce que j'ai trouvé j'aurais pas pu le faire s'il n'y avait pas des gens qui avaient déjà bossé avant. Ça faut juste pas l'oublier, moi je suis allée sur scène, j'ai raconté des trucs mais il y a des gens qui ont bossé avant moi et qui ont publié d'autres choses et c'était un mix de tout ça. Si tu avais des conseils à donner aux gens pour que leur téléphone, il n'y ait pas des données qui se baladent dedans dans la nature ou alors qui diffusent des données etc, ça serait quoi? Quelques conseils comme ça? Quelques conseils, en fait c'est très basique mais par exemple le GPS, on n'en a pas besoin. Quand je suis chez moi en train de prendre mon bain, j'ai pas besoin du GPS. Petite anecdote, il n'y a pas justement un pirate il n'y a pas longtemps, soi-disant qui a été retrouvé comme ça à cause d'une photo des seins de Sanana? Oui, avec les coordonnées d'ailleurs j'en ai parlé pendant la conf, parce que justement cette anecdote elle a refait surface. Ouais. Alors je sais pas si on parle de la même, parce qu'en fait j'avais déjà entendu l'anecdote avant, alors je sais pas si ça concerne la même personne ou si c'est un deuxième qui a été suffisamment idiot pour reproduire la même erreur. Il l'a fait deux fois en fait, c'est un hacker qui a publié, qui a piraté je sais plus quel site et qui a mis une photo de Sanana avec une petite pancarte, je sais plus quoi, je t'ai eu, j'ai pénétré ton serveur, je t'ai eu, etc. Et du coup ils sont remontés les données EXIF dans la photo, ils ont trouvé que c'était. Ils ont géolocalisé la fille en fait. L'endroit où a été prise la photo, c'était chez elle et du coup c'était facile après de retrouver. Et donc ils sont remontés très rapidement en fait à la jeune femme, donc la compagne de ce monsieur. Donc le GPS on le désactive. Moi il y a pas mal de photos en fait, je les balance pas, je les prends en direct mais je les balance pas forcément sur les réseaux sociaux d'un coup. En fait j'attends d'être à la maison, de le faire déjà pour des raisons de débit en fait, ça va plus vite. Mais aussi entre temps comme ça j'ai eu le temps de bricoler un peu la photo. Parce que même si Twitter de base, notamment pour protéger les célébrités, a anonymisé en fait les métadonnées des photos, il y a des moments, comme je l'ai montré sur un des slides, il y a des pertes. Parfois ça marche pas. Donc j'ai donné un exemple avec une photo mais il y en a plein d'autres. Le Wi-Fi, le Bluetooth, le fait de se connecter, moi ce que j'ai vu à la Défense cette semaine quand je suis allée aux solutions Linux, alors pas au CNIT à proprement parler parce que là-bas il y avait quand même des gens qui connaissaient leur métier, mais quand j'ai été au 4 temps au centre commercial et que je me suis posée pour déjeuner,
de voir autant de gens se connecter avec des iPhones, et en plus ça avait l'air dans le lot d'avoir des iPhones de travail, donc fournis par leur employeur. Et ce que j'ai vu passer sur Wireshark, ça m'a quand même halluciné. Et en 2 minutes, j'ai chopé plus de 2000 paquets. C'est énorme. C'est énorme de choper 7 iPhones sur 2 minutes, c'est beaucoup. Même pour un endroit comme la Défense. Et avec les problématiques du Bring Your Own Device, ce qu'on appelle le BIOD, en abrégé, c'est des choses qui vont exploser, tous les spécialistes en sécurité en parlent. Donc c'est ça, on éteint le GPS, on éteint le Wi-Fi et le Bluetooth si on s'en sert pas, surtout si on est dans un lieu public ou ce genre de choses. Après en termes de données physiquement avec le téléphone, après il y a des choses si qui par exemple je revends mon téléphone sur le Bon Coin, qu'est-ce que je dois faire? Alors si tu vends ton téléphone sur le Bon Coin, tu procèdes vraiment, tu essayes de trouver, je pense que ça existe, en tout cas ça dépend du téléphone, mais vu que sur Linux de manière générale ça existe, ça doit exister en Android de toute façon. Il y a des commandes en fait qui permettent de réécrire jusqu'à 50 fois en fait sur des partitions d'une façon très fine, de façon à ce que pour retrouver il faut vraiment avoir du matos extrêmement pointu, type police. Ça réécrit en chiffrant les clusters, enfin ça réécrit toute la mémoire en chiffrant le truc, et du coup voilà. Donc utiliser ce genre de petits softs en fait c'est pas inutile. Maintenant revendre les téléphones portables c'est comme revendre les ordinateurs, faut faire attention à ce qu'on fait, et moi personnellement en fait sur mes machines il n'y a plus de données en fait. Il y a des trucs qui sont vraiment mais sans conséquence quoi, des choses complètement annexes, et toutes les données en fait qui sont sensibles elles sont sur des clés qui sont elles-mêmes dans des coffres. Donc vraiment moi j'ai poussé le vice super loin parce que j'ai un petit problème de confiance. Bon, d'une manière générale ce qu'on pourrait dire c'est qu'en grosso modo dès qu'il y a une donnée qui part sur internet, on peut considérer qu'elle peut laisser échapper quelques infos, même quand on installe une application finalement ça peut aussi laisser échapper quelques infos. Mais de toute façon en fait chaque chose qu'on met sur internet c'est comme les images, c'est persistant. Voilà. Ce n'est jamais effacé. Toutes les boîtes qui vendent de la e-réputation, ce qui moi justement puisque je fais de la communication ça m'enrage, je les entends dire oui on va effacer vos données du web. Non c'est faux, on n'efface jamais une donnée du web. On peut la noyer sous d'autres données, ça oui, ça se fait. Et ça c'est déjà plus correct, déjà techniquement parlant et même commercialement parlant, de dire on va noyer une mauvaise information sous d'autres bonnes informations sympathiques. C'est des techniques en fait de community management, de SEO, de choses comme ça. Mais une donnée n'est jamais effacée du web, c'est faux. Et il y a juste un point de détail alors que j'ai pas du tout parlé dans la conf, mais il y a un truc tout con aussi pour protéger ses données personnelles. C'est tout ce qui est conversation téléphonique. Alors c'est vrai que le téléphone portable c'est bien parce qu'on peut téléphoner dans la rue, dans sa baignoire, au travail. Mais moi quand je suis dans les transports en commun et que j'entends des bonnes femmes, je dis des bonnes femmes mais en fait c'est aussi des bonhommes, enfin là-dessus on est tous pareils, qui racontent leur vie, mais en direct live et à un niveau de décibels qui est extraordinaire. Tu dis mais attends celle-là ça doit être la première à gueuler vie privée machin, mais t'es en train de raconter ta vie dans les transports en commun. Moi tu me connais pas et en fait moi en 10 minutes j'ai tout appris, ta relation avec tes parents, des relations avec ton mec, des relations avec ton amant, comment tu t'entends avec ton boss. Faut aussi garder une certaine pudeur. Il y a des choses, les gens n'ont pas besoin de le savoir. Alors merci beaucoup Trice pour toutes ces infos. Est-ce qu'on peut retrouver tout ça sur le net et puis peut-être d'autres choses que tu fais? Déjà sur Twitter, donc c'est Trice_Akatrinet. De toute façon, au pire des cas, les gens ont qu'à chercher dans tes followers. Trice, il n'y en a qu'une sur Google, je crois en plus, non? C'est chiant de chercher dans ses followers. Plutôt dans les rares personnes que Corben suit. Oui. Parce que ça c'est le cas. Ok, là c'est plus facile. Là c'est plus facile. Sinon, il y a un petit site en fait qui s'adresse vraiment aux débutants pour expliquer ce que c'est réellement le hacking. Ouais. Au sens pur du terme, au vrai, voilà, c'est pas du script qu'ils on est là pour bricoler, qui s'appelle hackersrepublic.org. D'accord. À l'anglaise, République avec un C donc. Et d'ailleurs, il y a une partie de ce qui se passe à la nuit du hack qui sera retranscrit évidemment avec l'accord des conférenciers. D'accord. Pour que justement les gens puissent retrouver les slides, les articles et puis toutes les données un petit peu sympathiques. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup et donc faites attention à vos données mobiles. Merci à vous. Et donc Manu, on continue encore une fois nos interviews de la journée avant de passer ce soir aux ateliers, aux workshops, toutes ces choses qu'on pourra vous présenter. On vous présente cette fois-ci Arthur Gervais qui a présenté la conférence Attaque sur des systèmes SCADA. J'ai mon prompteur très loin. Et donc on va lui demander qui il est, donc qui es-tu et que fais-tu? Oui, merci pour cette introduction. Donc je viens de finir mes études.
J'ai lancé ma propre boîte de sécurité Headforce. D'accord. Et je suis en ce moment, je suis un petit peu spécialisé dans la sécurité des systèmes de contrôle industriel ou aussi systèmes de SCADA comme on les nomme régulièrement. Ouais. Donc je suis 100% sécurité. D'accord. Ouais, tu peux nous en dire un peu plus sur la conf que tu as donnée, sur SCADA, sur tout ça, expliquer un peu aux gens ce que c'est. Et... Oui. Donc la plupart des gens ils confondent en fait SCADA avec les systèmes de contrôle industriel. Alors c'est quoi SCADA? Donc SCADA c'est part de zéro. Oui, c'est Supervisory Control and Data Acquisition. Oh yeah. Donc si vous entendez ça, c'est les mots clés en fait, c'est Supervisory and Control. Donc c'est juste la supervision des choses et le contrôle des choses. D'accord. Donc ce n'est pas les appareils en tant qu'elles-mêmes. Donc par exemple les API, donc en français c'est les automates programmables industriels. Ou en anglais on dit PLC, donc Programmable Logic Controller. Donc en général, le SCADA, ça contrôle et la supervise les appareils qui sont en fait vraiment intéressants. D'accord. Ouais. Donc, quel genre d'appareil alors? Donc par exemple, si vous allez sur une autoroute, vous voyez les panneaux d'affichage qui vous disent ok, vous pouvez rouler à 130. C'est qui met cette valeur? Si c'est pas un panneau fixe, c'est les systèmes SCADA ou les systèmes de contrôle industriel. D'accord. Donc imaginez-vous que c'est possible de les hacker, de les attaquer, de mettre n'importe quelle vitesse. Dans ce cas-là, c'est un problème quoi. Ouais. Donc ça... Oui. Et si vous avez entendu de Stuxnet peut-être, j'imagine, c'était un malware qui était spécifique pour attaquer des systèmes de contrôle industriel. Donc on sait assez sûr que c'est des systèmes de contrôle en Iran. Mais ça aussi, ça peut arriver en France ou ailleurs. C'est partout en fait où il y a des processus automatiques. On a ces systèmes de contrôle industriel. D'accord, donc c'est pas vraiment un nom de logiciel, c'est plutôt un processus, un système, voilà, il y en a plusieurs sortes, etc. Et ils peuvent tous se faire hacker parce qu'ils ont tous des failles. C'est dans l'industrie de oil and gas, c'est dans l'industrie de l'énergie, c'est dans l'industrie de l'automatisme en général. Donc c'est vraiment un filtre, un marché très très large en fait. Donc il y a plein de problèmes de sécurité. Et donc la société que tu as fondée, toi, va proposer des solutions à ces sociétés-là pour protéger leur système? Donc c'est très intéressant. Ma société, elle a commencé il y a un petit peu plus d'1 an avec une idée complètement différente, rien à lier avec la sécurité des systèmes SCADA. L'idée c'est de prendre plein de hackers et de les laisser hacker quelque chose et de les payer par faille qu'ils trouvent. D'accord. Donc c'est le crowdsourcing pour security test. Ok. Bien sûr que ça peut être appliqué au système de SCADA, mais on fait aussi en ce moment des consultations pour sécuriser les systèmes SCADA. Ouais. D'accord. Mais en gros c'est du security en général et on est aussi spécialisé sur les sécurités de SCADA. Ok, très bien. Alors comment t'es tombé là-dedans? Enfin, je veux dire, les systèmes SCADA, il faut vraiment travailler dans des systèmes industriels pour comprendre comment ça fonctionne. Toi, t'as jamais travaillé dans des usines ou des choses comme ça, j'imagine? Non. Du coup, comment est-ce que t'en es venu à SCADA? Comment est-ce que t'as pu tester tes propres... comment t'as fait tes propres tests sur le système? Je veux dire, tu l'as téléchargé sur de Pirate Bay ou tu t'es introduit dans des choses? Enfin, comment t'as fait quoi? C'est une bonne question. Donc en gros, j'ai dû faire un travail de fin d'études. Et pour ce travail de fin d'études, j'avais une idée que les systèmes de SCADA, ça peut être intéressant. Donc j'ai commencé à regarder, lire des documents, lire les choses sur Internet. Parce qu'en fait, sur Internet, il y a plus d'infos qu'on pense. Il y a vraiment plus de choses qu'on s'imagine. Donc vous pouvez trouver plein de documentation, plein de logiciels. On peut en parler à Atos par exemple. On peut en parler à Atos par exemple. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon. Ouais. Donc pour dire, donc vous pouvez déjà faire plein d'études sans même avoir accès à un système physique. Donc c'est déjà possible. D'accord. Donc et à partir de là, moi j'ai trouvé des failles dans le système réel et j'ai contacté les fournisseurs et j'ai
dit voilà, je peux avoir des appareils de test. Ils ont dit ok, il faut payer, mais on peut vous fournir des choses. Et comme ça, en donnant un petit peu des informations des failles, et en échangeant un petit peu de choses. Il y a aussi un peu d'argent, c'est possible d'avoir des appareils ensuite analysés. Alors, mis à part Stuxnet qui a fait un petit buzz, qui est rentré dans les centrales en Iran, il y a eu des exemples concrets de. Il y a eu des. Écris un peu le monsieur là-bas. Il y a eu des exemples concrets d'exploitation de systèmes de SCADA, je sais pas, en France ou des choses qui ont été visibles du grand public, je veux dire. Oui. Tu peux nous donner ces exemples ? C'est une question, si c'est une question. Donc ce que je sais, il y a des gens qui ont publié par exemple des IP, des adresses IP de systèmes SCADA qui sont en ligne. Donc c'est assez facile de les trouver. D'accord, ouais. Donc vous pouvez les trouver en regardant, si vous faites des requêtes HTTP et vous recevez une information, vous pouvez dire ok, ça c'est un système SCADA ou non. Est-ce que ça a fait dérailler des trains, modifier, je sais pas, est-ce que ça a été visible ou est-ce que c'est des petites choses de maintenance? Il y a très peu de cas documentés qui ont causé des dégâts, où on sait que ça a causé des dégâts. Principalement, je pense, parce que c'est difficile de dire en public hey, on était attaqué et c'est à cause de ça. Donc j'en suis certain que la plupart des cas qui ne sont pas documentés tout court. D'accord. Maintenant en France, je connais aucun cas. J'ai pas entendu d'un cas. Je sais qu'aux États-Unis, il y a des cas qui sont documentés où il y a eu des dégâts, où il y a des choses qui ont explosé. Carrément, d'accord. C'est ce que j'ai. C'est dans les centrales nucléaires par exemple ou dans les centrales électriques, ça serait possible d'avoir un accident, un vrai accident et pas seulement, je sais pas, une porte qui ferme mal ou voilà. Ça... Le problème c'est que jusqu'à présent, l'industrie, elle relie sur le fait que ces systèmes sont isolés, que ces systèmes ne sont pas accessibles à l'internet. Ouais, mais ça, c'est un faux problème parce que les gens ont des clés USB, ça navigue. Not online does not mean secure. So. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah merci beaucoup. Merci bien. Vas-y. Dernière chose, est-ce que tu peux nous dire où te trouver sur internet, un compte Twitter, un site internet, n'importe? Oui, donc on a www.headforce.com, c'est notre site internet, ou Twitter @headforcesec, c'est notre login Twitter. Ouais. Ok, très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci à vous. C'est super sympa. Bonne continuation, bye. Mais la nuit du hack, ce n'était pas que des conférences, c'était aussi des petits ateliers cachés dans les fins fonds de l'hôtel New York à Disneyland. Et là par exemple, on peut voir des jeunes gens fabriquer eux-mêmes leur propre dé truqué en trou, à l'aide d'une petite perceuse, un trou dans le dé à l'endroit du 1, en mettant ensuite un matériau très très lourd qui peut permettre en fait au dé de retomber directement sur le 6 s'ils veulent que ça tombe sur le 6 et donc augmenter ainsi significativement le pourcentage de chance d'obtenir un 6. C'est de la triche, mais c'est quand même plutôt cool. Encore plus fou, on a eu aussi un exemple d'imprimante 3D plastique fabriqués à la maison par les propres mains d'un seul et même gars. Alors ça c'est plutôt balèze puisqu'ils étaient plusieurs à venir présenter leur propre imprimante fabriquée par eux-mêmes, à se les comparer, à se donner des conseils et c'était vachement impressionnant. Là par exemple vous voyez ce type là a fait lui-même sa propre imprimante que vous voyez là, démontable, malléable et surtout connectable à un ordinateur pour ensuite imprimer de jolies figures comme par exemple cette tête de mort qui s'imprime là en version forcément très accélérée bien sûr. Ça a pu fabriquer aussi un maître Yoda, et quand même fabriquer des maîtres Yoda en 3D, c'est quand même super cool. Je le dis comme ça, mais j'aimerais bien savoir le faire. Ce qui est surtout impressionnant, c'est le souci du détail apporté, comme vous pouvez le voir aux figures, la précision de la machine, quand on sait que c'est un seul et même gars qui a fabriqué lui-même cette machine. Et Manu pour sa part a préféré aller interviewer quelqu'un qui a fabriqué sa propre antenne relais mobile. Il va vous laisser découvrir les possibilités offertes par cette propre antenne fabriquée comme ça, là, sur place. Et donc, procéder à son interview. C'est parti. Rebonjour, on est là avec Youssef qui travaille pour un opérateur téléphonique dont on taira le nom et qui va... Donc qu'est-ce que tu as à nous montrer là Youssef au niveau de ton workshop? Là je vais vous présenter comment créer un réseau GSM. Alors c'est quoi un réseau ISM? Un réseau téléphonique, un réseau mobile.
D'accord, donc comme Free, Orange. Comme Bouygues, Free, Orange, SFR. D'accord. Donc c'est cet appareil, hein, c'est ça? Alors cet appareil, c'est une mini BTS. Ouais. Donc ça permet d'émuler le système GSM. D'accord, ça veut dire qu'on peut recevoir des appels et remettre des appels aussi. C'est comme une borne en fait, c'est comme les antennes des opérateurs. Exactement. Tout ça géré par un ordinateur. Donc dans l'ordinateur, on a la partie intégrée Asterisk, le serveur Asterisk. Puis on a un logiciel que j'ai développé qui permet de gérer les appels. D'accord. Et donc à chaque carte SIM qui s'enregistre sur le PC, mon logiciel vous fournit un numéro de téléphone. D'accord, donc en gros ça veut dire que là si ta borne elle s'appelle Bouygues, moi je suis chez Bouygues, mon téléphone se connecte tout seul sur ta borne parce que je suis à côté, c'est ça? Et voilà, les téléphones se connectent à la borne la plus puissante, donc d'accord, donc plus je suis proche et plus ça se connecte. Et alors du coup toi sur ton ordinateur avec ton logiciel tu peux faire quoi exactement, enfin qu'est-ce que tu peux intercepter de mon téléphone? On peut faire beaucoup de choses, donc on peut créer un réseau, intercepter les appels émis entre portables. Par exemple, si je simule le réseau Bouygues, donc forcément vous serez connecté chez moi, donc je verrai tous les appels que vous avez émis. Donc il suffit d'après, je vous fais sortir vers un autre opérateur. Donc si on fait une démonstration. D'accord. Alors là on va faire une démo, donc en gros c'est qu'est-ce que tu fais là? Donc ce téléphone c'est Bouygues Télécom. Ouais. Donc il se connecte là-dessus. On va le connecter dessus. D'accord. Et donc au niveau de la borne, donc il y a interception d'appel, tu peux aussi te faire passer pour quelqu'un, hein, c'est ça? Voilà, tu m'as montré ça tout à l'heure. Et on peut voler l'identité d'une personne, donc on va faire. Donc tu peux m'envoyer un texto en te faisant passer pour Christophe ou quelqu'un d'autre, quoi. Bien sûr. D'accord. Tout ça grâce à un logiciel, hein. Il suffit de mettre le numéro de téléphone de la personne ici. Ouais. Donc voilà, celui-là il est connecté. D'accord. Ouais, non mais fais-nous la démo avec le son, là, voir un peu ce que ça donne. Alors, donc là en fait, ce que tu es en train de faire, c'est mettre sur écoute une conversation, c'est ça? Une conversation téléphonique. D'accord. Ça c'est excellent. Donc là tu rejoins au réseau. Alors je vais envoyer ce téléphone au réseau. D'accord, donc sur la borne. Fais une démo en live. Et alors bon, je continue pendant que tu fais ça, juste pour qu'on fasse le tour rapidement. Avec les infos que tu attrapes avec ton logiciel, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux créer une carte SIM par exemple, ce que tu m'expliquais. Bien sûr, donc on peut développer une carte SIM. D'accord. Donc hop. Celle-là. Ouais. D'accord, donc en fait tu prends une carte SIM vierge, c'est ça? C'est une carte SIM vierge à base de microcontrôleur PIC, la famille microchip. Ouais. Donc il suffit qu'on réinjecte le code de source d'une vraie carte SIM dedans. Tu utilises quoi comme appareil pour faire ça? Voilà, un programmateur. D'accord, donc tu mets la carte SIM là-dedans et ça te permet de la dupliquer. Donc tu peux faire quoi des... Ah oui, d'accord, tu mets ça. On met la carte SIM dedans. D'accord. On vient d'un logiciel, on fait paf, make a SIM card. D'accord, et donc tu colles des infos. Donc, on fait valider et c'est enregistré directement dans la carte SIM. Donc du coup ça me permet de faire une carte jumelle, une copie. Donc par exemple si je fais la copie de quelqu'un que je connais, quand ses parents l'appellent ou sa famille, ça sonnera chez lui et chez vous. Et alors si je décroche et lui décroche, bah, si c'est le premier qui décroche, il y a l'appel en fait. Voilà. D'accord, c'est comme une carte jumelle pour voiture ou autre chose. D'accord, ok. Donc, alors là, lui, il est connecté. Donc là il est connecté. Ok, donc tu le vois, c'est arrivé sur ton ordi. Donc moi je lui fournis un numéro de téléphone. Ouais, ok. Ouais, parce que là t'es opérateur, donc c'est toi qui as attribué le numéro de téléphone. D'accord. Dingue. Nous ne sommes pas en sécurité. Donc là t'appelles celui-là, ok. Décroche. Ouais. D'accord, donc là on a un gros écho, donc il y a de la communication entre les deux portables et donc toi tu l'entends sur celui-là, le troisième portable. Ouais, on parle, ok, et toi tu l'entends de l'autre côté. Allô. D'accord, et par contre, sur celui-là, on m'entend pas. Donc c'est-à-dire que l'espion, on peut pas l'entendre, voilà. C'est énorme. Bon bah écoute, bravo, hein, franchement. Bon boulot, t'as trouvé tout ça sur le net, c'est ça? Voilà, si les gens veulent plus d'infos, t'as un site où on peut trouver ça où? Alors le site à se développer, c'est Mescal 8F. D'accord. Donc
mescaluisaf.com. Donc, sinon, pour ceux qui veulent connaître, il suffit de taper OpenBTS sur Google et vous avez beaucoup d'informations. OpenBTS, d'accord, ok. Bon bah écoute, merci beaucoup. Ça fait très peur. Je pense que la police doit être largement équipée, ce genre de choses, mais savoir que n'importe qui peut le faire, ça fait flipper. Je vais raconter ça à ma mère. Je pense que elle va se remettre au signaux de fumée. Merci, et puis à bientôt. Je vous en prie. Salut. This is Mr. Soundman. Can you hear me now? Oh yeah. Lower, I love you. I'm sure you didn't voice it. No, never? Now you can do this voice if this makes it easier for you. You want that voice? Hi, we're at Disneyland. I'm at Disneyland. Hello, Mickey. Ok, nous sommes donc avec Win Schwartau. Pour la dernière interview de cette longue série d'interviews de toute la journée. Donc Win Schwartau a donné une conférence en anglais, Solving the Cyber Security Hiring Crisis. Voilà. Hi Win. How are you? Oh, I'm fine. Yeah. Oh, I better use the microphone. Yeah, it's better. I'm doing great. Loving it here. Thank you. Yeah. Can you introduce yourself and say what do you do? My name is Win Schwartau. I've been in security about 30 years and just starting to learn something. I still don't know very much. I am chairman of Mobile Active Defense. It's a mobile security company. And I also run a security awareness and training company for basic users. And then I lecture, and I've written a number of books, articles, and then go to hacker conferences. Yeah, can you name one or two books for our audience? The one that they might like the best is actually the oldest book. Yeah. I wrote it more than 20 years ago. Okay. It's called Guerre Informatique, Information Warfare. Yeah. And 20 years ago, 25 years, we were talking in front of US Congress about what is going to happen, and that we would lose all privacy, and that companies would be fighting each other, and then nations would go to war using computers. Okay. But they all said I was crazy. I was wrong. It will never happen, is what they told me. Okay. What was your conference about tonight? Oh, this evening I was talking about the problems of hiring hackers. That our government recently said we cannot find good technical cybersecurity people. I said, bullshit. They're out there. What you cannot find are cybersecurity people that fit your perfect model of what you want. Somebody squeaky clean, somebody who has a big education, somebody who has never done anything wrong, somebody who wants to come to work from 9 to 5 and then go home. That is not what you need. You need a different kind of people to be able to make cybersecurity work. You have to change your culture, change the way you're doing business, and there's plenty of people out there that you can hire. Okay, we saw Stuxnet, we saw Flame. What are the most advanced countries in the cyber warfare for you? From an offensive standpoint, I would say China. China. I would say China. Why? China has declared war on the United States in 1998. And they said in a book called Unrestricted Warfare, which is available on the internet now, that in a regular war with the United States, China would lose. In a nuclear war with the United States, China would lose. Therefore, we, China, are changing all the rules. We're not going to play by those rules anymore. What we're going to do is now declare your civilian infrastructure, airlines, power, telephone, finance, and the economy of the United States a legitimate target of warfare. So when we look that they said, here is what we are going to do, and now we see the extent of the size of their cyber army, almost 3 million people. We see how much sophistication and energy they're putting into it very, very openly. And they came out 4 days ago and said, we are inside of your infrastructures. We are inside your telecommunication. You are owned.
I think that shows an incredible amount of self-confidence, lack of fear, and trying to project power. Stuxnet and Flame were done with very traditional US, maybe Israeli, secrecy. Very different approach. And the USA told they will send troops, military action against country. Country will attack if country attack them in the cyberspace. Do you think the pressure will increase to this point? We discussed this exact question in the Pentagon in 1991. Okay. Been there before, and the question is, if I attack your country with cyber weapons, can you, or should you, or will you bomb me? And the answer is? The answer is, hopefully we will never find out. It's called escalation. And we have not yet seen escalation from cyber to physical. And I question whether we need it, because if I can destroy infrastructure, why should I bother bombing? I may have already won the war. Okay. Now it's your turn. Une autre question? It depends. Can you give us some example, maybe with Estonia and Russia problem a few years ago, or other examples of attacks on the cyberspace? Well, of course they were. Those were early cases of announced, well-known cyber war, and in that case, Russia cut off most of the bandwidth. We see similar things in China where they control bandwidth through 3 main wires in China. I think that was pretty typical Russian big bear activity, but now we have a lot more countries that are playing, and they are learning, they are getting skills, which goes back to the question of, if the US government or Western European governments or companies and legitimate real organizations cannot hire the people with the skills, who's going to hire them? The Russians, China, Iran, and criminal for cybercrime. So people with skills are going to work. Are they going to work for the good guys, or are they going to work for the bad guys? And all these attacks can be hidden. And I would like to know if countries, friend countries like France and USA, or we're friends? Don't know. Tell me. Maybe politically friends, politically friend countries are attack themselves, not themselves, but well, between. Let's go back. Let me pick on France for a minute. Okay. You had somebody at DSCG. Is that DSCG? Yes. Comte de Mérange. DGSE. And he came out when he retired, and he wrote a book called The Fourth World War. Okay. Yeah. And that book talked about how Air France helped DSCG spy on Americans in first class. You guys spied just as much as the rest of us. Any country has to assume that its friends are spying too, because it's in your interest to do it. Okay. It's in our interest to do it. You have to assume everybody is doing it, and you have to put up appropriate levels of defenses. Yes. Doesn't mean we can't be friends. That's why another book came out called Friendly Spies. Israel versus the U.S. England versus France, the U.S. We're all in it. We're all in that mess. To a certain level, it won't provoke a diplomatic accident? If we are really politically friendly, they will bury it. They will kill it. It is not worth the bad relations in today's world.
Okay, very interesting. Thank you very much. Where we can find more information about this subject? Well, my book, Information Warfare, is available for free in PDF. Come to winschwartau.com, and I think it's there. There's a Kindle version, I think, for $1. Okay. And I have, if you go to Amazon, my books are there. If you Google my name and want to see the work over the years, it's all open source work. Okay, thank you. Just a last thing, can you make for us with your big voice a little trailer or something like that? Enough voice. Your big voice. Just a voice. And what do you want the trailer to be about? Something you like. You're saying this is the end of the interview. This is close to the end of the interviews. The final interviews will occur 12/21/12 when we celebrate the end of the world. Thank you. Thank you very much. Alors voilà, c'est Florent et c'est déjà la fin de notre émission spéciale consacrée à la Nuit du Hack avec No Watch. Merci au passage à tous les gens de la Nuit du Hack qui nous ont accueillis vraiment avec beaucoup de sympathie, avec qui il a été possible aussi d'avoir un si beau stand et d'avoir des intervenants de qualité ce soir, ce qui est très important. Malheureusement, Manu n'est pas là pour vous dire au revoir car lui est déjà parti faire la fête en fait à la Crash Party, donc il s'éclate, voilà, me laissant tout seul. Le choix de conclure cette émission exceptionnelle et pourtant très sympa. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci tout le monde, merci aux intervenants, merci au public, merci à Christophe, merci à Marion, merci à Jérôme, merci à Manu, merci à Jean-Baptiste surtout. Oui, c'est vrai, Jean-Baptiste, merci aussi. Et écoutez, encore une fois, merci aux gens de la Nuit du Hack, toute l'infrastructure qui a été mise en place pour que tout ça soit possible. Et je vous dis à très bientôt, on vous dit tous à très bientôt, j'espère pour une prochaine édition d'une émission comme ça, un petit peu spéciale et très enrichissante.